Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour la présentation d'un manga qui me tient très à cœur et dont j'attends la sortie de chaque nouveau tome avec impatience. Comme vous pouvez le voir dans ma petite mise en scène, ce quatrième manga de ce quatuor de présentation est celui que j'ai posé au-dessus des autres. Aujourd'hui, je vous présente le manga Outlaw Players. Outlaw Players est un manga de type shonen. C'est une série qui a démarré en 2016 en France. C'est une série toujours en cours de production et les 13 tomes actuels sont disponibles aux éditions Ki-hoon. La qualité de l'œuvre a été saluée dès sa sortie en 2016 et des mangaka japonais, dont certains très reconnus, avaient pu immédiatement le découvrir à la Japan Expo de Paris 2016. De fait, en mars 2022, Outlaw Players était adapté au Japon. C'est donc une première dans cette série de présentations, mais notre manga du jour est donc un manga d'origine française par un auteur français, connu sous le pseudonyme de Shonen. Alors effectivement, ça peut paraître un peu... Là, notamment dans la présentation, je vais à chaque fois devoir rajouter, on parle bien de l'auteur Shonen et pas du style du manga, qui est d'ailleurs lui aussi un Shonen. Ki-hoon, la maison d'édition de Outlaw Players, est une maison d'édition très intéressante sur laquelle s'attarder. Alors, je ne vais rien raconter d'extraordinaire, ma source étant principalement Wikipédia, et vous trouvez également dans les sources de Wikipédia quelques interviews très intéressantes. Ki-hoon est une maison d'édition créée en 2003, elle est dite indépendante, en cela que pour l'instant il s'agit d'une structure unique qui n'appartient à aucun autre groupe ou fonds d'investissement. Après un démarrage très progressif, Ki-hoon est aujourd'hui, et depuis quelques années, une des maisons d'édition majeures en France, ne serait-ce que parce que ce sont eux qui éditent les succès que sont Frieren, Jujutsu Kaisen et My Hero Academia. Et ils ont dans leur catalogue quelques chefs-d'œuvre comme A Silent Voice, Jusqu'à ce que la mort nous sépare et Hubelblatt. Et c'est notamment grâce à Ki-hoon que nous avons eu accès à ces superbes adaptations des œuvres de Lovecraft par Tanabe Gu. Alors oui, ils ont aussi édité Gestalt, mais que voulez-vous, on ne peut pas avoir tout bon à chaque fois. Bon, voilà pour finir cette introduction. Aujourd'hui, en août 2024, sur les 947 titres différents qu'il y a dans ma bibliothèque, 66 sont issus des éditions Ki-hoon, donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Outlaw Players, reconcentrons-nous sur notre manga du jour. Outlaw Players est un manga de type isekai, donc autre monde, qui rentre dans la case très particulière où cet autre monde est un jeu vidéo. Alors je sais que pour certains lecteurs, le qualificatif d'isekai ne correspond pas au scénario impliquant les jeux vidéo. Personnellement, je pense que cela dépend du scénario et de la forme que prend le jeu vidéo dans le récit. Donc je pense que c'est une question de cas par cas. Et donc que le concept du jeu vidéo n'est pas restrictif en lui-même. Mais je vous propose de réaborder ce sujet dans la vidéo d'Interquatuor qui arrivera dans 1 ou 2 semaines. Alors, dans ce manga, concrètement, nous allons suivre le personnage de Saku, ou Saku, comme vous voulez, mais je pense qu'on dit Saku. J'en sais rien. Saku. Ah oui, non, oui, on doit dire Saku parce que c'est la réduction de Sakuragi, donc on doit dire Saku. Un joueur perdu dans le jeu vidéo MMORPG ultra immersif appelé Terra. Saku a un gros problème, il est complètement déboussolé et il n'a pas accès à l'interface du jeu. Au début de notre histoire, il a même de grandes difficultés pour comprendre comment il est arrivé là. Le problème de Saku, mais aussi pour un certain nombre d'autres joueurs, c'est qu'ils sont victimes d'une anomalie qui les empêche de se déconnecter du jeu. Leur corps original étant catatonique à l'endroit où ils ont démarré le jeu vidéo. Là où pour une vaste majorité de joueurs, Terra est juste un jeu vidéo en réalité virtuelle comme les autres, pour Saku et ses compagnons d'infortune, avec leur statut d'irrégularité, la mort dans le jeu vidéo pourrait très certainement avoir des conséquences dramatiques. Et de fait, comme nous l'apprendrons plus tard, certains ont déjà eu des game over et ne sont jamais réapparus. Mais ne vous inquiétez pas, si les enjeux semblent et sont très importants pour notamment nos personnages principaux, si le dessin d'une qualité exceptionnelle pourrait nous laisser croire que nous sommes dans un récit uniquement sérieux et dramatique, rassurez-vous, l'auteur shonen arrive à distiller très ingénieusement des touches de comédie et de légèreté tout au long du récit. Ne serait-ce que parce que dans les faits, si nos personnages principaux sont très conscients de leur statut d'irrégularité et des enjeux et des risques que cela implique, ils ne se sont pas laissés abattre. Et de fait, en tant que lecteur, nous allons découvrir progressivement chacune de ces personnalités, très bien écrites, chapeau bas à l'auteur. Sachant que si la très grande majorité de l'histoire se déroule dans le jeu, très progressivement, nous allons en apprendre de plus en plus sur l'entreprise qui a créé et développé le jeu vidéo Terra.
sur le fait qu'une équipe de développeurs cherche à trouver une solution pour les joueurs bloqués dans le jeu, pour l'instant sans succès. Mais surtout sur le fait que d'étranges rumeurs circulent à propos de cette entreprise. Comme vous avez dû vous en rendre compte, je reste le plus évasif possible pour vous en révéler le moins possible. Comme vous avez pu le constater avec les quelques illustrations que je vous ai partagées dans cette vidéo, le dessin est irréprochable. La mise en scène, quelle que soit la situation, de l'action, du drame, de la comédie, tout est parfait. Je n'ai que des éloges à faire au dessin de l'auteur Shonen. En tant que lecteur, cela ne me pose aucun problème de devoir attendre 9 à 13 mois pour avoir chacun des nouveaux tomes de cette série. Chaque livre est un bijou. La qualité dans le dessin, dans la définition des personnages, leur attitude et personnalité, dans la logique et les enjeux du scénario, le travail est là. Je n'ai que des éloges à faire à ce manga. Et c'était une très agréable surprise de constater que Shonen avait été embauché pour réaliser le dessin de l'adaptation en manga de Dark Souls. D'ailleurs, quand j'ai pris le bouquin, j'ai immédiatement reconnu son dessin, et ce n'est qu'ensuite que j'ai eu la confirmation en regardant le nom du dessinateur. À mes yeux, Outlaw Players fait partie de la liste des titres que toute librairie spécialisée en manga doit toujours avoir de disponibles dans ses étagères. Mais en disant ça, je dis un peu une évidence. Donc, je vais appuyer plus fort en disant que selon moi, toute librairie spécialisée en BD, comics, manga doit avoir Outlaw Players de disponible dans ses étagères de manga. Et je dis ça en sachant que ces librairies, surtout sur leurs étagères de manga, sont très contraintes par le flux permanent de nouvelles sorties et des séries populaires en cours. Il peut sembler très difficile de trouver de la place pour promouvoir une série qui, malheureusement, n'occupe quasiment pas d'espace médiatique et dont les ados ne parlent pas au collège ou au lycée. Forcément, ce n'est pas Jujutsu Kaisen ou One Piece. Pourtant, Outlaw Players est un récit accessible à n'importe quel adolescent, dès 11 ou 12 ans, fille ou garçon. Et surtout, ce n'est pas une œuvre restreinte. Ainsi, un public mature et adulte y trouvera un scénario intelligent avec des références qui approfondissent les enjeux. Si le dessin est très détaillé, même sur les membres coupés par exemple, ce n'est jamais gore. Il n'y a rien de sexuel ou de choquant, même lorsque certaines situations pourraient prêter à ce genre de mise en scène, l'auteur fera le choix d'une mise en valeur sobre des personnages. Ou bien assombrira avec une ombre pour pudiquement masquer une scène choquante, ou même nous montrera uniquement la réaction choquée des personnages témoins de la scène. Nous connaissons ces personnages, nous connaissons leur personnalité, on fait confiance à leur regard et notre empathie fera le reste. Alors, comme les clichés ont la peau dure, il est vrai qu'il est plus dur de proposer Outlaw Players à une jeune fille, alors qu'un jeune garçon, avec l'action, l'aventure, la comédie et des combats avec des enjeux, et voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ainsi, finalement, on commence à lire pour la qualité du dessin et l'ambiance d'aventure, puis on est rapidement accroché par la finesse de définition des personnages et de leurs enjeux personnels. Bon, tout ceci étant dit, j'ai été élogieux, je suis resté évasif. Mais est-ce que ce n'est pas un peu creux comme discours ? Donc, dans les minutes qui suivent, je vais vous décrire quelques-uns des éléments du scénario et des personnalités des différents protagonistes qui illustrent ce que je vous ai présenté plus tôt. Alors, si vous voulez surtout pas être spoilé sur quoi que ce soit avant d'avoir lu ce manga, je vous invite à passer ce chapitre pour vous rendre directement à la conclusion de cette présentation. Comme toujours, vous avez les chapitres sur la barre de progression de lecture de la vidéo et vous trouverez les liens des chapitres dans l'encart de description de la vidéo, juste là. À partir de maintenant, entrons un peu dans le vif de Outlaw Player. L'un des personnages les plus importants du récit est en fait un personnage que l'on pourrait caractériser de secondaire, car elle ne partage pas les enjeux des joueurs victimes de l'anomalie. Il s'agit du personnage de Lenny. C'est une IA, donc intelligence artificielle, chargée de surveiller les irrégularités, donc les joueurs comme Saku. Lenny est notamment chargée d'intervenir pour ne pas qu'il meure. Sauf qu'elle n'est pas toujours présente, parce qu'elle doit régulièrement être mise à jour, et que, a priori, elle est la seule IA avec ce rôle, alors que des joueurs en irrégularité, il y en a plusieurs, et qu'ils sont éparpillés partout sur l'immense map du jeu, donc l'immense carte du jeu, et que Lenny, lorsqu'elle est active, n'est pas pour autant omnipotente. Sachant que son rôle est aussi d'identifier les irrégularités. Elle n'a pas la liste des joueurs bloqués, il faut qu'elle les retrouve un à un.
Sachant que l'anomalie n'a pas été résolue, donc cela veut dire que de nouveaux joueurs sont susceptibles de se retrouver bloqués à leur tour. En prenant en compte que Lenny est une IA développée et gérée par l'équipe en charge de corriger l'anomalie, donc elle est l'alliée des joueurs, mais jusqu'à un certain point. Qu'est-ce qu'il va se passer le jour où l'entreprise pourra considérer que la meilleure solution, finalement, c'est d'étouffer l'affaire en sacrifiant les joueurs? Ce n'est pas moi qui émets l'hypothèse, c'est une conversation qu'ont les joueurs eux-mêmes, c'est donc une petite graine posée par l'auteur, Shonen, pour créer chez le lecteur un sentiment d'ambivalence envers Lenny, puisque l'entreprise qui la gère est ambiguë. C'est intéressant que l'expression qui circule entre ces joueurs soit le terme d'irrégularité. Entre eux, ils se reconnaissent et se désignent comme étant des irrégularités. Mais c'est une expression qui édulcore énormément la gravité de leur situation. On s'imagine assez bien que cela fait partie d'un ensemble d'éléments de langage mis en place par l'entreprise qui gère le jeu afin de limiter l'impact de la rumeur à propos d'une anomalie qui a tout de même des conséquences criminelles. Sachant qu'il y a une information qui pourrait presque passer inaperçue dans le tome 1, mais qui a en fait des conséquences très importantes dans le scénario. 1 heure réelle, cela représente 4 jours dans le jeu Terra. Cela veut dire que pour chaque journée de travail des développeurs pour corriger le bug, pendant ce temps, les joueurs, eux, ont vécu 96 jours. Sachant qu'il leur faudra environ aux développeurs entre 1 et 2 semaines pour corriger l'anomalie. C'est ce que l'information qui leur est transmise aux joueurs. Pour les irrégularités, cela équivaudra à 2 à 4 ans bloqués dans le jeu. De fait, normalement, un joueur normal ne peut pas jouer plus de 4 heures, ce qui représente tout de même 16 jours consécutifs dans le jeu. 16 jours vécus, vraiment. Il n'y a pas de laps de temps où on saute, il n'y a pas d'accélération du temps, il n'y a pas de... Non, 16 jours complets, c'est quand même pas mal, quand on est en immersion totale dans le jeu vidéo. Et après, quand ils ont consommé ces 4 heures complètes, ils ont un délai de reconnexion. Et durant ce délai, pour les irrégularités, donc ceux qui sont bloqués dans le jeu, eux, il y a 3 mois qui se déroulent. Donc leurs amis, là, nos personnages, qui font leur possible pour les aider, entre chaque connexion, ils savent pas dans quel état ils vont les retrouver. Et de fait, comme Saku, qui est le personnage que l'on suit dans la majorité du temps, n'a rejoint le jeu que récemment, en fait, on va rencontrer des joueurs qui, eux, ont commencé le jeu il y a des semaines, et qui sont en fait, du coup, bloqués depuis des années. Et dépendamment des personnalités, il y a des individus qui vivent cette situation de manière très différente, qui ont vécu des traumatismes, certains qui se sont plus ou moins accommodés à cette situation. Je vous en dis pas plus. L'auteur Shonen a pensé son concept et l'univers de son récit très en amont avant de formaliser le récit dans son état actuel publié. Le récit est aujourd'hui publié depuis 2016, il nous dit dès le début, l'auteur, qu'en fait il travaille dessus, c'est une idée qu'il a eue depuis 2002. Rappelez-vous ce que je vous disais à propos du manga Gestalt et du manque flagrant de travail préparatoire. Je vais vous lire une discussion entre Saku et l'un de ses compagnons, Okoto, extrait du tome 1 de Outlaw Players. Donc là, c'est Saku qui demande à Okoto. Dis Okoto, depuis mon arrivée sur Terra, il y a un truc qui me chiffonne. On est dans un jeu virtuel, pas vrai? Qu'est-ce qu'on gagne à ressentir la douleur? C'est pour l'immersion? Point d'interrogation. Réponse de Okoto. Demande-toi plutôt ce qu'on perdrait si cette douleur n'existait plus. C'est vrai que dans les jeux vidéo, en général, on meurt énormément. Mais dans le cas de Terra, c'est différent. C'est le premier de son genre à proposer une expérience qui s'apparente à une réalité alternative. Forcément, l'immersion et l'investissement personnel sont d'un tout autre niveau. Il en va de même pour la souffrance et la mort. Je pense que les développeurs ont sciemment voulu reproduire ces sensations pour ne pas les banaliser, et pour stimuler notre instinct de conservation, même dans un monde virtuel. Tu les as déjà ressentis, pas vrai? Ces moments de désespoir et ces blessures qui te poussent à te donner à fond pour survivre, voire à accomplir un miracle. Sans la souffrance, des abus du système ne tarderaient pas à faire surface, et on n'accorderait plus aucune valeur à la vie virtuelle. Il suffirait de jouer les chairs à canon, de foncer tête baissée pour mourir, ressusciter et rebolote.
tels des zombies ignorant totalement le concept de la douleur, et encore ces derniers ne font que suivre leurs instincts primaires, alors que nous n'agirions que par pure avarice. Sans compter la possibilité que des détraqués un peu trop curieux veuillent vérifier certains effets dans la vie réelle. Enfin, c'est bien pour ça qu'il y a une rigoureuse sélection et une restriction d'âge pour pouvoir jouer à Terra. Bref, tout s'appuie sur le concept « souffrir, c'est vivre ». Il est donc nécessaire de le préserver, surtout dans une réalité virtuelle comme Terra. Cela dit, si ça peut te consoler, la douleur est amoindrie. Ce genre de discussion est l'expression évidente du travail de conception de l'auteur. Il ne s'agit pas de simplement dire que les joueurs ressentent la douleur pour créer de l'enjeu, mais c'est parce que cela fait du sens du point de vue vidéoludique. Cela résulte d'un processus décisionnel logique de la part des développeurs du jeu, c'est-à-dire de la part des personnages que l'on ne connaît pas, mais que nous savons devoir exister quelque part dans cette histoire. Et ce qui est important, c'est que l'auteur est conscient de leur existence, il est conscient des sources et des liens de causalité. Le jeu vidéo Terra n'est pas apparu du jour au lendemain comme par magie, il est le résultat du travail de centaines d'individus, et l'auteur est capable de prendre cela en compte dans la structure narrative du récit et dans le scénario. Je ne vous en dis pas plus à ce sujet, bien entendu. Il ne faudra pas longtemps pour que nos personnages se mettent à éprouver de l'empathie pour les PNJ du jeu, et ils ne seront pas les seuls, puisqu'on rencontrera des joueurs qui se sont donnés pour objectif d'établir ou de développer leur propre ville ou royaume. Certains ont même réussi, et ces joueurs sont donc attachés à ce qu'ils ont créé et aux citoyens qui y vivent, qui sont des PNJ, des personnages non joueurs. Ne serait-ce que vis-à-vis des efforts et du temps investi pour réaliser et obtenir de tels résultats, ne serait-ce que par fierté personnelle. À propos des PNJ, donc des personnages non joueurs, et des IA, on va rapidement comprendre que ce qui fait le sel et l'intérêt d'un jeu très bac à sable, comme Terra, je vous mets la petite définition du concept d'un jeu bac à sable, c'est le très haut degré d'autonomie des IA, des intelligences artificielles, des PNJ du jeu. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas dans la situation de nos jeux actuels, où un vendeur est juste un pion qui reste ad vitam derrière son comptoir pour effectuer toutes les transactions, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Dans l'environnement de Terra, les PNJ ont chacun une IA individuelle. Chacun d'entre eux est une IA individuelle, qui sont convaincus d'être des êtres vivants dans un univers réel. Ils doivent se nourrir, dormir et se reproduire. Leur mort est définitive, ils ne repopperont pas. Il en va de même pour les monstres et les animaux. Il me semble que la seule exception, c'est dans le cadre d'un scénario spécifique, comme un donjon avec une zone instanciée. Mais de fait, la qualité des IA dans Terra est aussi beaucoup prise en compte par l'auteur pour donner de la profondeur à son récit. Ainsi, on sait que si Lenny n'est pas omnipotente, on sait qu'elle ignore beaucoup de choses sur ce qui se passe dans le jeu, alors qu'elle est consciente d'être une IA et d'avoir un rôle spécifique. Et donc elle croit tout savoir. Alors qu'en fait, elle ignore pas mal de choses, et elle va finir par se rendre compte qu'elle ignore pas mal de choses, ce qui la laissera très perplexe. On va rencontrer une IA consciente d'être dans un univers fermé et virtuel. Mais comme son corps sent et ressent les sensations, il est devenu accro à ces sensations parce que cela lui donne une impression de réalité. Il a le sentiment d'exister. Du coup, il recherche des combattants de plus en plus forts à affronter pour pouvoir combler ce besoin d'impact, d'interaction physique. Voilà, je ne vous ai rien révélé du scénario, l'idée c'était de vous partager quelques éléments un peu précis d'Outlaw Players afin d'appuyer mon discours sur la complétude du récit de ce manga et du travail de son auteur. J'ai bien fait exprès de ne rien vous dire sur la quête et d'évolution, de progression des personnages. En conclusion, voyez-vous, je me dis que je vous présente Outlaw Players, et cela me fait le même effet que lorsque je vous ai présenté le manga Flying Witch. Je voudrais vous en dire tellement plus, mais cela outrepasserait le principe de vous présenter un manga. Surtout lorsque, comme vous l'avez compris, je vous suggère fortement sa lecture. Soit dit en passant, je pense aussi que Flying Witch devrait être un manga qui soit disponible en permanence dans toutes les librairies de BD Comics Manga.
Si vous avez des a priori sur les mangas de type isekai, pour quelque raison que ce soit, ne les prenez pas en compte vis-à-vis d'Outlaw Players. C'est un récit d'aventure et d'amitié extrêmement bien écrit, avec des personnages super intéressants à suivre. D'ailleurs, dans ma bibliothèque, Outlaw Players est résumé ainsi. 18% action, 19% amitié, 20% aventure, 18% comédie, 10% drame, 10% fantasy, 5% isekai. Des personnages très intéressants pour une histoire bien écrite et profonde, un dessin d'excellente qualité, très divertissant, c'est un chef-d'œuvre, 20 sur 20. Si vous recherchez un récit d'aventure avec un univers de fantasy, science-fiction, foncez sur Outlaw Players. Même si le côté jeu vidéo et isekai peut vous rebuter de prime abord, ne vous inquiétez pas, j'insiste sur la qualité d'écriture de l'auteur shonen. Outlaw Players est le deuxième manga avec une note de 20 sur 20 que je vous présente après Chihaya Furu. Et cela me fait très plaisir de pouvoir vous présenter et vous recommander la lecture d'œuvres d'un tel niveau de qualité. Cette présentation est maintenant terminée, je vous remercie pour votre attention. Au revoir.